Allô? Bonsoir. Je crois qu'un de vos camarades du forum des intellectuels qui m'a contacté hier, et je lui ai donné rendez-vous aujourd'hui à 21h pour parler d'un certain nombre de sujets qui intéressent tous ceux qui sont sur le forum, afin de leur donner une analyse que je considère la plus objective possible et la plus complète possible de la situation que vit notre pays. Vous avez choisi des sujets qui semblent être les véritables sujets d'actualité, à savoir la crise au nord du Mali, les rébellions et leurs conséquences, la situation sécuritaire dans le pays et, bien entendu, le dernier forum qu'on a pompeusement appelé Dialogue national inclusif et ses conclusions. Donc je reste à votre écoute afin de vous éclairer sur la situation. Je suis actuellement en déplacement hors du Mali, mais avec les technologies, je crois qu'on peut se parler à tout moment. Merci bien. Je reste à votre écoute. Donc, voudrez-vous poser les questions d'abord? Je vais noter les noms et les questions et puis je prendrai le temps de vous répondre un à un. C'est beaucoup plus pédagogique. Merci bien. Alors, Shogel Maïga, Shogel Kokala Maïga, je suis le président du mouvement patriotique pour le Nouveau. Et j'ai été candidat de ce mouvement à pratiquement plusieurs élections présidentielles depuis 2002. C'est ce que je peux dire à ce stade-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amadou Djigiba a posé une question qui a besoin d'être répondue avec suffisamment de précision, de clarté et de détail. Il est reconnu officiellement qu'au Mali, il y a eu 3 mouvements de rébellion. La rébellion de 1964, la rébellion de 1990 et ses conséquences, dont la rébellion de 2006, et la rébellion de 2012, dont les conséquences ont conduit pratiquement à la désintégration du pays et à l'occupation pratiquement de l'ensemble des régions du nord et du centre. Concernant la première rébellion, elle était le fait d'une minorité des tribus Touareg. En réalité, c'est contre l'ordre que le nouveau gouvernement malien a voulu établir, qui mettait tous les citoyens à égalité en droit et en devoir, c'est-à-dire payer les impôts, envoyer les enfants à l'école, veiller à la préservation de l'environnement et se soumettre à toutes les exigences de l'autorité centrale. Donc c'est cette approche d'un État moderne qui traite tous ses citoyens au même point d'égalité qui a été contestée par une partie de nos frères Touaregs, notamment la tribu des Ifoas. En réalité, cette attitude a aussi des origines. C'est que pendant la pénétration coloniale, le 15 septembre 1907, notez bien, les militaires français, au nom de l'État français, ont convenu avec les Ifoas et les autres tribus, notamment les Kunta, les Oulimeden et les autres, ont convenu que l'ADRA des Ifoas va être désormais réservé aux Ifoas. Et il est dit dans cette convention, je cite de mémoire, l'ADRA des Ifoas appartient désormais aux Ifoas et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer. Notez bien, l'ADRA des Ifoas appartient aux Ifoas et l'ADRA des Ifoas appartient aux Ifoas et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer. Cette convention date du 15 septembre 1907. À partir de ce moment, la France a créé de toutes pièces une situation de domination de la tribu Iforas
sur l'ensemble des autres tribus touaregs. Cette prééminence a duré pratiquement 70 ans pendant toute la période coloniale. Je dois rappeler qu'avant la colonisation, ce qui dominait le nord, c'était la tribu des Oulimeden et des Kunta. C'était les deux. Les Kunta, ce sont les descendants des Arabes. Les Oulimeden, c'est une tribu touareg, c'était la tribu qui dominait l'ensemble de cette région. Donc les Ivogas, c'était pratiquement une tribu vassale qui était rasiée, on lui imposait des impôts. Et donc elle a fait alliance immédiatement avec les militaires français qui conquéraient le nord. Et donc c'est en récompense de cette alliance que la France a créé ce statut particulier pour les Ifogas. Et lorsque, en mai 1916, la confédération des Oulimeden dirigée par Firoun a été détruite dans la célèbre bataille d'Andrambukan, et Firoun lui-même a été assassiné en juin 1916 par des frères Touaregs pour le compte de la France. C'est à partir de ce moment que la mainmise totale de l'État français sur l'ensemble de ce qu'on appelle la boucle du Niger et le Sahara est devenue totale en ce qui concerne le territoire du Soudan. Et donc, cette faveur qui a été accordée depuis 1907, c'est ce que les Ifogas ont voulu préserver. Au lendemain des indépendances, le nouveau gouvernement de Modibo Keïta a dit non, l'ensemble des citoyens maliens ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, il n'y a plus de tribus, d'ethnie supérieure à une autre, donc tout le monde doit se soumettre à la réglementation de la République, notamment payer les impôts, envoyer les enfants à l'école, préserver l'environnement et ainsi de suite. Donc c'est le respect de l'autorité de l'État par l'ensemble des citoyens de la République du Mali qui a été contesté dans la drape des Ifogas. C'est ça les causes de la première rébellion. Cette rébellion a été, il faut le dire, matée dans le sang. Et en 1964, la rébellion est considérée comme terminée. Les chefs, les principaux meneurs ont été éliminés militairement. Ceux qui se sont réfugiés en Algérie, avec à leur tête Zeid Aga Taher et Eladi Agalla, ils ont été rattrapés soit par les militaires maliens, soit par les Algériens, et donc transférés à Bamako. Ils étaient donc en détention. Au moment du coup d'État de 68, ils ont été libérés en 1974. Voilà en ce qui concerne la première rébellion. Pour ce qui concerne la deuxième rébellion, elle date de juin 1990. La rébellion a été déclenchée le 28 juin 1990. Un groupe d'anciens mercenaires libyens, donc des Maliens qui ont émigré en Libye dans les années 70, à la suite de la sécheresse qui a frappé l'ensemble des régions du Sahel et du Sahara, du Cap-Vert jusqu'en Somalie. À cette période, vous vous rappelez, il y a eu la grande immigration des ressortissants de Caille vers l'Europe, des ressortissants du Nord, les Soreilles et les Peuls vers la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique centrale. Les ressortissants de Kidal sont allés essentiellement se réfugier. Ils ont immigré vers la Libye et Kadhafi a enrôlé beaucoup d'entre eux dans sa légion islamique, qui ont fait la guerre au Tchad, en Palestine, et ainsi de suite. Donc ce sont ces groupes-là que Kadhafi a instrumentalisés pour les envoyer au Mali. Et c'est ainsi qu'ils sont venus avec à leur tête Yad Agali, à la tête d'un mouvement qu'ils ont appelé le MPLA, le Mouvement populaire de libération de l'Azawad. Le premier acte, c'est le 28 juin 1990. À cette occasion, ils ont attaqué Tindermen, un arrondissement de Menaka. Ils ont égorgé le chef d'arrondissement, égorgé son épouse qui était enceinte, égorgé le prisonnier qui était là, égorgé le garde qui était là. Le lendemain, ils ont attaqué Menaka,
où les gendarmes étaient dans leur sommeil, ils ont tous été assassinés. Donc, ça a commencé par des actes terroristes. Ça, c'est donc le 29 juin 1990. Le même jour, le président de la République d'alors, c'est le général Moussa Traoré, a donné des instructions au ministre de la Défense afin que l'ensemble des commandos parachutistes de la République du Mali soient projetés avant 11 heures sur le cercle de Menaka et l'occuper. Ce qui a été fait le même jour. Après les premiers combats et l'arrestation d'un certain nombre de rebelles, l'analyse a été faite qu'ils sont venus de l'extérieur, soutenus essentiellement par la Libye. Donc le président de la République, après avoir fait le point de la situation, a donné des instructions fermes au haut commandement militaire le 16 juillet 1990 afin d'en finir avec la rébellion en 90 jours. 16 juillet 1990. Le général Moussa Traoré, président de la République, a donné les instructions fermes au haut commandement militaire pour finir avec la rébellion dans les 90 jours. À cet effet, l'ensemble des moyens matériels, logistiques et financiers ont été mis à la disposition de l'armée. Et il a été demandé à l'armée d'utiliser tous les moyens militaires dont dispose l'armée malienne pour contenir la rébellion, exception faite de l'aviation. L'aviation ne devait pas être utilisée sur le territoire national. Je rappelle qu'à cette période, l'armée malienne disposait de plus de 30 à 38 avions de combat, avec des hélicoptères de combat et d'attaque, des engins lourds, des blindés de tous les calibres. Et c'est une armée extrêmement forte en ce moment et il est connu de notoriété publique que dans les années 90, l'armée malienne était l'armée la plus puissante au sud du Sahara. C'est d'ailleurs à son palmarès, on peut citer la lutte contre la sécheresse pour ceux qui sont du Nord dans les années 73. C'était une véritable opération de guerre que l'armée menait pour sauver, secourir les populations du Nord, parce qu'en ce moment, il n'y avait pas la route. Les bateaux étaient très rares, donc c'est un véritable pont aérien qui était installé entre Bamako et les régions du Nord pour sauver les populations. Nous avons gagné 2 guerres contre le Burkina, dont la dernière date de 86. À l'issue de cette guerre et le procès qui a suivi à La Haye, le territoire malien a été augmenté de plus de 1000 km². Nous avons dissuadé 2 pays au sud et à l'est du Mali d'occuper notre territoire en 1968 et en 1986, sans compter les grandes actions de développement, la construction des barrages, la construction des routes, les aménagements à l'office du Niger auxquels l'armée a participé. Ça, c'est donc le palmarès de l'armée avant la rébellion. À partir du 16 juillet 1990, l'armée a déployé l'ensemble de ses moyens et contenu la rébellion, et le 12 septembre 1990, le chef d'état-major général des armées a rendu compte au ministre de la Défense, qui a rendu compte au président, que la rébellion a été contenue militairement. À partir de cet instant, le président de la République, c'était donc Moussa Traoré, a demandé d'engager des négociations pour savoir quelles sont les revendications politiques des rebelles. Est-ce que c'est juste des terroristes ou bien ils ont des revendications politiques, même s'ils ont commencé par des actes terroristes? Se sont engagés donc des négociations informelles qui ont abouti en janvier 1991 à la signature des accords de Tamanrasset. Je dois dire 2 mots sur ces accords. En réalité, lorsque l'armée a contenu la rébellion, les dernières poches ont été pourchassées jusqu'à Kidal, où le chef du PC opérationnel, le colonel Monekata, les a encerclés. Et c'est à la demande des notables Touaregs que l'assaut n'a pas été donné. Ils sont donc rentrés en négociation. Et ils ont rédigé un acte de reddition en bonne et due forme, même si c'était en arabe, qui a permis d'éviter de donner l'assaut pour pratiquement éliminer les derniers résistants. Et ça, c'était à la demande de la chefferie des Ifogas, à laquelle le président Moussa a accédé. Parce qu'au total, toutes les guerres finissent sur une table de négociation. À partir du moment où ils ont été vaincus militairement, il était bon de leur tendre la main. Ce qui a été fait, c'est ainsi donc que les notables Touaregs sont rentrés dans des discussions informelles avec les dirigeants de la rébellion, ceux qui en restaient. Et ceux-ci, n'ayant pas confiance, ils avaient peur qu'ils soient rattrapés, avaient demandé
que s'il y a un accord qui soit signé sur un territoire neutre pour qu'il soit rassuré, afin de pouvoir se rendre officiellement au niveau des autorités politiques. C'est ainsi donc que l'Algérie a prêté une salle de réunion dans le sud, à Tamanrasset, où les négociations se sont tenues. Elles ont duré en tout et pour tout 9 heures de temps. Le ministre algérien a fait un discours d'ouverture de bienvenue et puis s'est retiré. Donc c'est le gouvernement malien, la partie gouvernementale, qui a négocié avec les dirigeants de la rébellion pendant 9 heures de temps. Ils ont commencé, je crois, à 9 heures et puis vers 3 heures, 4 heures du matin, si on inclut les pauses. L'accord de Tamanrasset a été signé le 6 janvier 1991. Cet accord est un accord cadre, en réalité, c'est un accord de cessez-le-feu, composé de 13 articles. Ce n'est pas une littérature ou plusieurs pages, le tout tenait sur une page. C'est un accord de cessez-le-feu et qui contenait des articles qui indiquaient clairement que les rebelles, se considérant désormais comme des Maliens, ils ont abandonné le mot. Les mouvements rebelles se considérant désormais comme des Maliens, ils ont abandonné dans leur sigle L. Le mouvement s'appelait au départ MPLA, le Mouvement populaire de libération de l'Azawad. Le gouvernement a exigé que ce mot libération soit enlevé parce qu'il n'avait rien à libérer. Et donc la signature a été faite entre le gouvernement et le MPA, Mouvement populaire de l'Azawad, et le FIA, le Front islamique de l'Azawad, Front islamique arabe de l'Azawad. À l'issue de ces accords, les rebelles avaient indiqué, la direction de la rébellion, que l'ensemble de leurs combattants intégrés dans l'armée était d'environ 250. 250, retenez bien ce chiffre-là. 250. Ils ont été mis en confiance, donc ils ont accepté d'être transportés à Bamako. Le président les a invités, ils sont venus, ils ont fait quelques semaines à Bamako, ils ont été reçus. Ils ont été amenés à visiter l'intérieur du Mali, les barrages de Séléngué, de Manantali, l'office du Niger. Et beaucoup d'entre eux, à partir de ce moment, avaient décidé d'abandonner complètement la rébellion et s'inscrire dans la vie civile. Donc, ce qui était convenu donc avec les autorités politiques, c'était que ceux qui voulaient à la vie civile, on les intégrait. Il y en a qui ont dit qu'ils veulent faire l'agriculture, d'autres disent qu'ils veulent faire les transports, qu'on leur donne des moyens de transport, qu'on leur donne des hectares à l'office du Niger. Et l'ensemble de leurs combattants qui restaient avec eux, qui ne sont pas morts, parce qu'ils étaient tous pratiquement à l'issue de la guerre, il n'en reste pas beaucoup. Ils disent qu'il y a 250. Le président a donc demandé de leur remettre 300 fiches qu'ils vont remplir. Et il était convenu, donc après 2 réunions en février et en début mars à Gao, que la dernière réunion, c'était le 28 mars 1991. C'est à l'issue donc de cette rencontre que les 250 rebelles qui devaient intégrer l'armée devaient venir avec leurs armes et les fiches remplies pour qu'on vérifie que c'est effectivement des Maliens, pour que les étrangers sous le couvert d'intégration ne viennent pas se glisser dans notre armée. Et ceux qui sont aptes, parce qu'ils devaient passer par des tests après, ceux qui sont aptes seront inscrits dans l'armée et faire les formations comme tout le monde. Ceux qui ne sont pas aptes étaient censés aller apprendre des métiers. Voilà la situation avant le 26 mars. Entre-temps, à l'issue du mouvement insurrectionnel de mars 91, le coup d'État a eu lieu le 26 mars. Donc, la réunion des cantonnements des mouvements rebelles du 28 mars 91 n'a plus eu lieu, parce que le coup d'État a eu lieu le 26 mars. C'est à partir de ce moment, me semble-t-il, que le gouvernement malien a commis une série d'erreurs que nous payons aujourd'hui. Quelles sont ces erreurs? La première, c'est que les nouveaux gouvernements ont oublié que l'État est une continuité. Ceux qui ont négocié ces accords, c'était des patriotes, c'était des véritables militaires. Ceux qui ont fait cette guerre, c'était au nom du Mali. Nous avons perdu près de 60 à 80 personnes qui étaient tous mortes. La guerre qu'on appelle asymétrique aujourd'hui, c'était la même, c'est-à-dire ils frappaient à l'aube ou au matin, ils frappaient en plusieurs endroits, tantôt c'était à Menaka, tantôt c'était à Kidal, tantôt c'était à Bourem, c'était dans la région de Tombouctou. Le commandement militaire s'est réuni pour dire que c'est une guerre asymétrique. Il faut donc imaginer la nouvelle formule de contre-insurrection pour pouvoir contenir la rébellion. Ce qui a été fait. Et donc, à moins de 2 mois, le commandement militaire a imaginé de nouvelles solutions. Il a changé sa stratégie. Il a fermé les frontières avec l'Algérie et le Niger.
et a multiplié les postes militaires et en moins de 60 jours, la rébellion a été contenue. Maintenant, après le coup d'État, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées ont été tous emprisonnés. Le chef du commandement opérationnel, du PC opérationnel sur le terrain, le colonel Madi Monekata, a été mis à l'écart. Les dirigeants de la rébellion ont été invités à Bamako comme composantes du mouvement démocratique. On les appelait même les démocrates en armes. On disait que c'est leur combat qui a affaibli le régime de Moussa Traoré pour pouvoir le faire tomber. Et on leur a demandé donc, en tant que composants du mouvement démocratique, de désigner des personnes pour siéger au CTSP et de désigner des membres pour entrer au gouvernement. C'est ainsi qu'ils ont désigné 2 représentants au CTSP et un membre du gouvernement qui siège d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui dans les institutions de la République. À partir de ce moment, l'accord de Tamaracet a été mis à côté. Le président de la transition a même dit dans une interview que Moussa Traoré n'a rien fait pour comprendre les rebelles, qu'il a exercé trop de violence contre eux. Et il a désigné 2 anciens ministres, un français, un mauritanien, Edgar Pisani et Ahmed Baba Miske, pour maintenant lui proposer un rapport sur la gestion du Nord. Ceux-ci ont travaillé pendant un certain nombre de mois. Le rapport qu'ils ont déposé en réalité, c'était un rapport qui venait légitimer les arguments de la rébellion, parce qu'ils présentaient la rébellion comme étant le résultat d'injustices qui les frappaient, du fait qu'ils sont des citoyens de seconde zone au Nord. Apparemment, c'était comme s'ils confirmaient les thèses de la rébellion. Je dois rappeler que Edgar Pisani, c'est lui qui a travaillé sur la question de Nouvelle-Calédonie. Or, la Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie française, le Nord n'est pas une colonie. Ahmed Baba Miske, c'est un ancien ministre mauritanien qui était lié aussi à ce milieu. Voilà, donc c'est ce rapport-là qui a inspiré toute la démarche du gouvernement, qui est rentré donc dans des négociations nouvelles avec la rébellion. Il y a eu les réunions à Ségou, à Mopti, Alger 1, Alger 2, pendant 8 mois. Et c'est à l'issue de tout cela que le pacte national a été signé. On a voulu que ça coïncide avec le 26 mars, mais à cause de quelques ajustements, on est allé le 12 avril 1992. C'est à l'issue de la signature du pacte national, imaginez, ceux qui disaient qu'il était 250 en 91 sont venus dire que maintenant ils sont plus de 3600. À l'issue de ça, donc, les rebelles ont exigé qu'on intègre près de 3000 d'entre eux dans l'armée, qu'on intègre la liste de tous ceux qui vont présenter comme civils dans la fonction publique. La conséquence, c'est que l'armée a été déployée du nord, redéployée du nord. Alpha Oumar Konaré, dès qu'il a pris le pouvoir, a décidé en 1994 d'intégrer dans la fonction publique, sans passer par un concours, tous les ressortissants du nord, les Touaregs et les Arabes qui ont des diplômes. Ils ont intégré dans l'armée plus de 2000 anciens rebelles, avec des grades qui ne correspondaient pas à des formations. Vous avez des analphabètes qui ont été désignés colonels. Vous avez des enseignants qui ont choisi d'être à la douane, aux impôts. Bref, ils ont essayé de réparer ce qu'ils ont considéré comme une injustice, mais qui n'en était pas un. Mais ça correspondait à l'idéologie du temps. En 1994, Alpha Oumar Konaré, en tant que président de la République, avait décidé, a tenu un célèbre discours où il a dit clairement que les mouvements de rébellion au nord du Mali sont des mouvements d'essence démocratique et que c'est des mouvements pour l'honneur et la dignité, que c'est pour cela qu'ils les ont soutenus. Autrement dit, quand ils étaient dans l'opposition avant la chute de Moussa, ils soutenaient la rébellion. Je pense sincèrement, au-delà de toute considération politicienne, parce que moi je prends les faits, tout ce que je vous dis là est documenté, c'est à partir de là qu'on a commis les erreurs fondamentales qui ont servi après d'argument à la rébellion. Je vois que vous êtes pressé, mais je termine en disant que ces arguments ont été repris en 2012, mais avant, en 2006, déjà, certains rebelles qui avaient intégré l'armée sur incitation de Yad ont provoqué une rébellion qui a conduit aux accords de 2006, accords d'Alger, mais surtout en 2012, qu'ils ont été organisés, cette fois-ci, venus encore de Libye comme en 92, les anciens gardes personnels de Kadhafi
Les anciens militaires, ceux qui ont été dans l'armée malienne mais qui ont déserté, se sont organisés pour rentrer au Mali, se rallier au MNA, un mouvement du mouvement national de l'Azawad créé en 2010, se rallier au MNA pour créer le MNLA. Ils étaient soutenus par l'extérieur. Cette fois-ci, c'est très clair. C'est le gouvernement français qui les a instrumentalisés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Hama Ag Mahmoud, l'un de leurs leaders, qui a dit dans une interview, c'est documenté, que c'est la France qui leur a promis de les aider à créer un État au nord du Mali. Donc voilà l'histoire de rébellion. Tout le reste, ce n'est que de la littérature, c'est de l'idéologie. Maintenant, avant de finir une bonne fois sur les questions de rébellion, je dois dire que les idéologues de la rébellion ont enregistré 4 raisons principales, disent-ils, pourquoi il y a les rébellions, qui ont été citées dans la déclaration d'indépendance de la fantomatique République de l'Azawad du 6 avril 2012. Ils disent 1. Que le Nord, c'est le territoire de leurs ancêtres, qui serait colonisé par les Maliens du Sud. Ce qui est faux, le Nord, c'est un melting pot, c'est toutes les ethnies qui sont au Nord, ce n'est pas les Touaregs ni les Arabes seuls. Et d'ailleurs, les Touaregs et les Arabes ne sont pas majoritaires. Les majoritaires, c'est les Soraï, les Peul, les Bella, les Bambara et autres. Mais aujourd'hui, le Nord, c'est pour tout le monde. C'est pour quelqu'un de Sikasso, de Gao, de Tombouctou, de Bamako. Ce n'est le territoire de personne. Deuxième argument, ils disent qu'ils ont été marginalisés dans la gestion du pays. C'est faux parce que dès l'indépendance, les premiers chefs militaires qui ont été désignés, Modibo a désigné un arabe là-dedans. L'école nationale d'administration, parmi ses premiers élèves, Modibo a sorti des enseignants pour les inscrire à l'ENA, qui a donné naissance à des hauts fonctionnaires de l'État, dont certains ne vivent pas aujourd'hui, mais certains vivent. Vous vous rappelez des ministres qui étaient dans les différents gouvernements, même le Hama Ag Mahmoud qui était dans les MNL a été ministre sous Moussa Traoré, Moulay Ag Mohamed était ministre, Mohamed Agamani était ministre, il y a des militaires, donc ça ce n'est pas vrai. Ensuite, au moment de la déclenchement de la deuxième rébellion, au nord du Mali, sur 10 sections de l'UDPM, les 8 étaient dirigées par des Arabes et des Touaregs comme députés ou secrétaires généraux. Mais personne n'en a fait un problème. Alpha Omar Konaré, je venais de vous dire qu'en 1994, a intégré l'ensemble des diplômés arabes de Touareg dans la fonction publique sans concours, alors que les enfants des autres régions passaient les concours. Ils ont intégré dans l'armée près de 2000 personnes sans niveau. Tout cela, c'était pour réparer ce qu'ils considèrent comme une injustice. Moi, je crois que c'est des erreurs qui ont été commises. Amadou Toumani Touré, au moment de sa chute en 2012, quelle était la situation au nord? Tous les gouverneurs, à Kidal, le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, les députés, les maires, les chefs de projet étaient tous des ressortissants de Kidal. Mieux, l'ANICT, qui est la banque d'investissement qui investit dans les régions du Nord, était dirigée depuis 10 ans par un ressortissant de Kidal. L'ADN, l'agent de développement du Nord, dirigé par un ressortissant de Kidal. À l'Assemblée nationale, le vice-président, un Touareg, le Haut Conseil de collectivité, le président du Haut Conseil de collectivité, c'était un Touareg. Donc venir dire que les Touaregs sont marginalisés, c'est tout à fait fallacieux. Malheureusement, c'était dans leur propagande. Le troisième argument, c'est de dire que parce qu'ils ne sont pas développés. Le manque de développement frappe toutes les régions du Mali. J'ai l'habitude de rappeler que Sikasso, qui est l'une des régions les plus riches, et Kaï, la région d'où on extrait l'or, sont les régions où sévit l'extrême pauvreté. Ça, c'est connu dans les statistiques internationales. Sikasso a plus de militaires dans l'armée que toutes les autres régions. C'est par vocation, c'est habituel chez eux. Pourtant, ils ne font pas la rébellion. Les Caïsiens, ils sont à l'extérieur. Tout le monde dit que ce que la diaspora investit au Mali est supérieur à l'aide au développement. Pourtant, à Caï, il y a la pauvreté sévère, il n'y a pas de route, mais les gens ne font pas la rébellion. Chaque région a un problème de développement. C'est pourquoi moi je conteste cet argument. Il ne peut pas tenir. Ce n'est pas parce qu'une région n'est pas développée qu'on vient casser les gens, tuer les personnes. Et d'ailleurs, tout ce qui a été investi dans la région de Kidal, dans les régions du Nord, entre 1992 et 2012, a été détruit au déclenchement de la rébellion. Ce qui montre très clairement qu'en réalité, c'est des outils de propagande. Malheureusement, le gouvernement malien n'a pas opposé un contre-discours, construire un argumentaire pour mettre à l'eau ces discours fallacieux. Voilà pourquoi on est aujourd'hui embrouillé à chercher des solutions qui n'en sont pas un. On est allé signer des accords qui ne peuvent pas s'appliquer. Merci bien, c'est ce que je voulais dire sur la rébellion. S'il y a des questions, je vais y répondre. Sinon, on passe à l'autre sujet. Merci beaucoup.
Bonsoir. Django Cissé a posé deux questions principales. Je vais répondre d'une façon globale. Il faut rappeler que la deuxième rébellion, il est établi aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas nous seulement, c'est confirmé par les déclarations des dirigeants de la rébellion. Hamad Mahmoud, c'est l'un des hauts responsables du MNLA. Il a dit clairement dans la presse en 2014 que c'est la France qui leur a promis de créer un État de l'Azawad au nord du Mali. Et elle leur a promis cela en disant que les arguments que le mouvement Touareg avançait étaient recevables. Et Hamad Mahmoud a dit qu'en réalité, ils ont compris plus tard que la France les a aidés pour affaiblir le gouvernement malien, pour obliger le gouvernement à céder à elle les richesses du Nord. Ça, c'est donc Hamad Mahmoud qui le dit. Tout ce que je vous dis là est documenté. Ce n'est pas des affirmations gratuites. Mieux, plusieurs responsables français ont fait des déclarations officielles que j'ai répertoriées récemment dans un document que j'ai appelé la faillite de l'État du Mali. Je vous l'ai communiqué d'ailleurs, je vous demande de bien en prendre connaissance. Et dans ce document-là, les différents responsables français, je commence par le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, qui a dit dans la presse française, c'est enregistré et c'est documenté, que son dernier voyage en Afrique en tant que ministre des Affaires étrangères, il l'a effectué au Mali, en février 2012. Et qu'à cette occasion, il a demandé à Amadou Toumani Touré de donner l'autonomie aux Touaregs. Plus tard, le même Alain Juppé, vous vous rappelez, lorsque nos soldats ont été massacrés à Aguelhok le 24 janvier 2012, c'était l'un de ceux qui a parlé de la victoire du MNLA dont le gouvernement doit tenir compte. À l'Assemblée nationale française, Elisabeth Guigou, qui était alors présidente de la Commission des affaires étrangères, a dit, c'est documenté, j'ai retrouvé ça dans la documentation, qu'il faut mettre un plan d'autonomie des Touaregs. Il y a eu un débat au Sénat où des sénateurs ont préconisé carrément la division du Mali en deux États. Mieux, lorsque, en 2014, une délégation de l'ONU est venue au Mali, cette délégation du Conseil de sécurité était dirigée par l'ambassadeur de France à l'ONU, Gérard Haro. Quand ils se sont rentrés à l'Assemblée nationale malienne et que les députés se sont plaints du fait que le Mali ne peut pas aller à Kidal et qu'il faut faire la guerre au MNLA, il a dit clairement aux députés maliens que la MINUSMA ne fera pas la guerre au MNLA. Si le Mali veut faire la guerre, il peut la faire, mais il va la perdre. Effectivement, quelques semaines après, le Mali a fait la guerre, il l'a perdue. Mieux, lorsque l'accord d'Alger a été signé, le 15 mai 2015, le lendemain, Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, a donné une interview sur RFI où il a dit très clairement que le Nord et le Sud ont tout fait pour vivre ensemble, ils n'arrivent pas. C'est une façon indirecte de dire qu'il faut les séparer. Donc quand vous mettez bout à bout toutes ces déclarations, plus celles du MLA, plus ce que nous savons, ça donne le sentiment effectivement que c'est la France qui était derrière la rébellion, c'est elle qui entretient la partition du Mali. Et pour être plus précis, il est bon que je vous rappelle comment est-ce que l'intervention française est survenue au Mali. Vous savez que les interventions militaires étrangères respectant la légalité internationale se font suivant les principes et la charte des Nations Unies. Il y a précisément l'article 51 et 54 qui permettent des interventions étrangères dans un pays. L'article 51 indique clairement que lorsqu'un pays membre des Nations Unies se trouve en situation de légitime défense, agressé par d'autres forces venues de l'extérieur, il peut demander le soutien de la communauté internationale. En ce moment, un ou plusieurs pays peuvent se mettre ensemble pour l'aider. C'est dans ce cadre que la MINUSMA a été instituée par la résolution 2100 du 25 avril 2013 pour aller au nord du Mali
combattre la rébellion, combattre le terrorisme. C'est écrit noir sur blanc dans la résolution qui crée la MINUSMA. En juin 2014, la résolution 2164 a précisé que la MINUSMA doit faire des patrouilles de longue portée, traquer les terroristes, les empêcher de revenir se réinstaller d'où ils ont été chassés, de protéger les populations civiles. Ces deux résolutions disent clairement que la MINUSMA doit faire la guerre contre le terrorisme. Ce qui est tout à fait différent de ce que la MINUSMA est en train de dire aux Maliens maintenant, qu'elle n'est pas venue pour faire la guerre. Ça, c'est l'article 51 de la charte de l'ONU. L'article 54 indique que lorsqu'un État membre de l'ONU est agressé de l'extérieur, il peut faire appel à un ou plusieurs membres de l'ONU pour l'aider. C'est suivant cet article que Dioncounda Traoré, président de la transition, s'est adressé au président français François Hollande pour demander l'appui de la France. Et dans cette demande, il était dit clairement que c'est un appui aérien et en renseignement qui était demandé. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. Appui aérien et un renseignement. Écoutez-moi bien. C'est les soldats maliens qui devaient libérer notre pays. Ce qui a été fait à Konna, à Tombouctou, à Gao, c'est les militaires maliens qui ont fait le corps à corps avec les djihadistes. L'armée malienne assurait la couverture aérienne et le renseignement. Mais arrivé à Kidal, à Anéfis, à partir d'Anéfis, la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Pour faire quoi? Pour retourner à la convention du 15 septembre 1907. L'ADRA des Ifogas appartient aux Ifogas et à ceux qu'ils prélat d'y installer. Je vous en ai parlé plus haut. Qui date du 15 septembre 1907. En faisant quoi? Interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal, amener les militaires français à Kidal, 4000 militaires, avec un budget de près d'1 milliard de francs CFA par jour. Je précise bien, 4000 militaires, un budget de 1 milliard de francs CFA par jour, les militaires français. Elle a fait venir les militaires tchadiens, elle a fait venir les militaires de la MINUSMA, elle a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher les dirigeants du MNLA qui étaient réfugiés à Ouagadougou et à Mauritanie parce qu'ils avaient été chassés par le Moudjaoui en Sardine. Les MNLA qui ne représentaient plus une force militaire, ni une force politique, ni une force morale, parce qu'ils s'étaient compromis avec les terroristes. La France les a ramenés, les a réinstallés à Kidal. Elle est allée extraire une partie d'Ansardine. Ansardine a été déclarée organisation terroriste par les Américains. Une partie d'Ansardine a été soustraite, l'adjoint de Yarsi Al-Ghabas Al-Intala, pour constituer le HCUA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Il s'appelait d'abord le MIA, Mouvement islamique de l'Azawad. Je crois qu'on leur a dit que le mot islamique ne porte pas. Quelques jours après, ils ont transformé pour faire HCUA. Le HCUA et le MNLA réunis font la SEMA. C'est à cette SEMA que la France a remis Kidal au lieu de l'État malien. Je pense que la mère des fautes politiques que nous payons aujourd'hui, que la France paye aujourd'hui, c'est cet acte-là que les Maliens considèrent comme un acte de trahison. Parce qu'en réalité, elle est sortie de l'accord qui lui a permis de venir au Mali. À partir de ce moment, Kidal a été sanctuarisé, est devenu comme un État dans l'État, où le chef de l'État malien ne peut pas se rendre sans payer une rançon, le Premier ministre ne peut pas se rendre sans payer une rançon. La preuve, c'est que de Tatambli jusqu'à Moussa Mara, personne n'a pu aller à Kidal. Moussa Mara s'est entêté pour aller à Kidal. Le résultat, c'est quoi? C'est la mort de plus de 150 de nos militaires, les préfets et les sous-préfets égorgés. Le Premier ministre, Soumaïlou Boubé-Mega, en 2018, pour aller à Kidal, il a payé une rançon pour avoir l'autorisation de passer 2 heures de temps. Ibeka n'a jamais pu aller à Kidal jusqu'aux élections présidentielles, où il a payé une rançon, autorisé à passer une nuit. Donc Kidal est devenu un État dans l'État, avec la SEMA, qui autorise qui elle veut, qui fait ses défilés militaires tous les 6 avril pour fêter l'affaire de l'indépendance de l'Azawad, qui extrait ses mines d'or, qui a ses juges, qui a ses prisons, qui a son armée. Donc c'est un État dans l'État. Et cet État est protégé par la communauté internationale. C'est ça la triste réalité. Et il est important que les Maliens le sachent. Me semble-t-il, c'est ça la raison du mécontentement actuel des Maliens. Mais ce que je veux dire, ce que je veux que les Maliens comprennent, avant de s'en prendre aux étrangers, il faut s'en prendre à notre gouvernement. Je viens de vous dire que la lettre que Dioncounda a adressée aux Français
pour demander l'intervention de la France au Mali, l'opération Serval, il était prévu un appui aérien et un renseignement. Donc lorsque la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal, qu'elle a ramené les MNLA, qu'elle a ramené les HCIA, qu'elle a laissé venir les Tchadiens et autres, qu'est-ce que le gouvernement malien a dit? Rien. Mieux, lorsque dans toutes les tentatives d'installer l'armée malienne à Kidal, d'installer l'État malien à Kidal, il y a eu des oppositions de la SEMA. Qu'est-ce que l'État malien a dit? Il est allé négocier l'accord d'Alger. Lequel accord, nous reviendrons là-dessus, en l'état actuel, ne peut pas s'appliquer. Si on l'applique comme tel, on va tout droit à la partition du Mali. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Alors, la convention de Bourem, naturellement, elle n'est pas valable. Ça, c'est un accord écrit en 1907, c'était un des militaires français, les IFOVAS. Dès lors que le Mali a été à son indépendance en 1960, dans l'intégralité du territoire, dans ses frontières reconnues par la communauté internationale, elle n'est pas valable. Moi, je voulais citer simplement pour indiquer le double jeu de la France. Ce qu'elle fait, je ne dis pas qu'elle ait appliqué cette convention. Cette convention, je l'ai trouvée dans mes recherches. Je veux dire simplement que son attitude en 2013 correspond à la convention de Bourem. Ça indique clairement qu'elle est sortie de l'accord qu'il y a entre la France et le Mali suite à la demande de Diokounda à partir de laquelle ils sont venus au Mali. Donc, c'est là, je disais que c'est la faute politique majeure, c'est la mère de toutes les fautes que la France a commises au Mali qui nous a conduit à ça. Merci bien. Merci bien, j'ai bien compris votre question. Moussa Traoré a pu mettre fin à la rébellion militairement en 1990 pour la simple raison qu'il avait une armée. Je vous avais dit qu'en 1990, le Mali avait l'armée la plus puissante de l'Afrique au sud du Sahara. Il y avait une aviation de plus de 30 avions, des chars d'assaut, des chars de combat, des hélicoptères, des avions de transport. Tout cela a été détruit entre 1991 et 2012, il n'y avait rien. En 2012, en réalité, l'armée était complètement affaiblie. Il y a eu des nominations en pagaille. On n'avait plus de généraux que dans tous les pays de la sous-région. Mais en fait, c'était des nominations qui ne correspondaient à rien. Sous Moussa Traoré, tous les ans, tous les 2 ans, il y avait des manœuvres militaires. Pendant 2 mois, les militaires font comme s'ils font la guerre. Pendant les fêtes d'indépendance, il y a les avions qui survolaient. Pendant les défilés militaires, on montrait les chars d'assaut, les Berdem, tout cela a disparu parce que ça a été délibérément détruit pour des raisons que ceux qui sont au pouvoir savent. Donc lui, actuellement, on n'a pas d'armée. On a des gens qui ont été recrutés n'importe quoi. Les gens n'ont pas été formés. Il y a des gens qui deviennent des généraux pratiquement à 45 ans. Il y a des colonels, il y a des gens qui deviennent capitaines, ils n'ont jamais tiré. L'armée est devenue... Tous les gens qui ont des enfants qui n'arrivent pas à étudier, on les met dans l'armée. Ceux qui ont utilisé la jeunesse pour faire des manifestations et des casses en 91, tous leurs militaires, ils les ont mis dans l'armée. Les parents, quand les enfants ne travaillent pas, ils les mettent dans l'armée. Les dirigeants politiques mettent leurs enfants dans l'armée. Même les présidents. Quand le président met son enfant dans l'armée, le ministre de la Défense met son enfant dans l'armée, les officiers, les hommes politiques, les ministres mettent leurs enfants dans l'armée. Ce n'est plus une armée. Donc c'est ça la raison, une armée indisciplinée, sans formation, sans équipement. C'est pourquoi on n'arrive pas. Vous entendez les gens dire oui, on est dans une guerre asymétrique, on ne peut pas la gagner. Je viens de vous expliquer, toutes les guerres contre les rébellions sont des guerres asymétriques. En 1991, les gens se sont donné les moyens de s'asseoir, d'analyser, d'étudier. Et deuxièmement, parce que l'argent destiné à l'armée est détourné. Mais si cette année on a dit que nous avons besoin d'équipements militaires. Le peuple malien a voté à travers l'Assemblée 1230 milliards de francs CFA pour pouvoir équiper l'armée. En 2015, tout l'argent est sorti du trésor. C'est parti où? On ne l'a pas. On nous montre maintenant des véhicules lourds que le Qatar, les Émirats arabes unis ont donné. D'abord, moi je ne sais pas pourquoi un pays qui est en guerre expose ses moyens militaires à la télévision. Les armements dont le Mali disposait sous Moussa Traoré, personne ne le savait, sauf ceux qui osaient commettre l'erreur de nous attaquer.
Pourquoi on expose ça? Et puis c'est de la publicité gratuite qui ne sert à rien. Ce dont le Mali a besoin aujourd'hui, c'est des hélicoptères de combat, des hélicoptères d'attaque, des avions de combat. Or, l'argent destiné aux hélicoptères et aux avions a été détourné. On a sorti l'argent pour acheter 4 avions. On n'a aucun avion qui vole. On a sorti l'argent pour acheter 6 hélicoptères. Il n'y a aucun hélicoptère qui marche. Donc l'armée a des problèmes d'équipement. Elle n'est pas équipée. L'armée a des problèmes de commandement. Lorsqu'on change de ministre de la Défense 6 fois en 5 ans, chef d'état-major général de l'armée 6 fois en 5 ans, il y a une crise de confiance entre les militaires sur le terrain et la hiérarchie à Bamako. Mais ça ne peut pas marcher. Et il y a un problème de renseignement. Il faut le renseignement. Le renseignement a toujours été l'un des éléments clés de la réussite dans une guerre. Regardez récemment à Sokolo, de 21h jusqu'à 4h du matin, des jours avant, les populations avaient alerté qu'il y a des terroristes qui se préparent. Mais rien n'a été fait. Donc, l'armée a un problème de commandement, d'équipement, de renseignement. Quand ces 3 choses manquent à une armée, elle ne peut pas gagner. Voilà pourquoi on ne peut pas gagner maintenant. Maintenant, les négociations, vous savez, moi je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité un seul cas où des gens ont pris les armes contre un État et que ça s'est terminé uniquement par son parle. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas un équilibre des forces militaires sur le terrain, il n'y aura jamais la paix. La négociation vient après que on ait gagné militairement, ou au moins qu'on ait créé l'équilibre des forces sur le terrain. C'est en ce moment qu'on négocie. Quand vous partez à une négociation en position de faiblesse, mais on vous impose ce qu'on veut ou bien on continue la guerre, c'est ce qui est arrivé. L'accord d'Alger a été signé en position de faiblesse. Les terroristes aujourd'hui ont dit qu'on va négocier avec eux. Or, en réalité, on ne peut pas négocier, on est en position de faiblesse. On a perdu toutes nos positions. Donc pour moi, il faut créer les rapports de force militaires sur le terrain et négocier parallèlement. Négocier, c'est obligatoire parce que la fin de toutes les guerres, c'est la négociation. Donc si on peut la commencer plus tôt, c'est mieux. Mais il ne faut pas se leurrer, il faut avoir l'équilibre des forces sur le terrain. C'est en ce moment seulement qu'on peut prétendre à la paix. Allô? Vous avez demandé pourquoi les députés, y compris ceux de l'opposition, ne s'organisent pas pour se plaindre contre la France. Je vous ai dit tantôt qu'avant de s'en prendre à l'extérieur, il faut s'en prendre à notre gouvernement. Il y a des gens qui sont au sommet de l'État qui disent que le peuple malien les a élus. Tous les peuples élisent leurs dirigeants pour qu'ils défendent leurs intérêts. Donc c'est à notre gouvernement de défendre nos intérêts. Les députés ne peuvent pas aller en France comme ça. Ils ne peuvent aller nulle part. Les députés, leur rôle, c'est de voter les lois. C'est ce que la Constitution dit. Gouverner, aller en négociation avec d'autres États, s'opposer, faire la guerre, c'est l'affaire du gouvernement. Donc les Maliens doivent s'en prendre d'abord à leur gouvernement. Lorsque votre gouvernement détourne l'argent que les députés ont mis à leur disposition pour équiper l'armée n'est pas équipée. L'argent est détourné. Les nominations dans l'armée ne se font pas normalement. On promet des gens à des grades qu'ils ne méritent pas. Il n'y a pas de permanence, de continuité dans la direction de l'armée. Mais lorsque ça arrive, on ne peut pas vous respecter. Si c'est un gouvernement qui se respecte, qui gère bien, en ce moment, il peut taper du poing sur la table. Mais la France sait ce que vous êtes en train de... Le gouvernement, la France sait ce qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent se plaindre devant qui? Mais on va leur dire, mais vous êtes des corrompus. Balayez d'abord devant votre porte avant de venir vous plaindre chez nous. Donc, les Maliens doivent s'en prendre à leur gouvernement. C'est pour cela que j'ai dit tout le temps qu'il faut une mobilisation populaire. Il n'y a que la mobilisation populaire qui est la seule arme que les Maliens ont. Il ne faut pas compter sur les élus. Des assemblées bidons dont les mandats sont finis, on les a prolongés indéfiniment. Mais il n'y a pas de députés aujourd'hui, c'est des fonctionnaires qui ont été nommés par le gouvernement. Donc honnêtement, il ne faut pas compter sur les députés. Il n'y en a pas. Et même quand il y en avait, ce n'est pas le rôle des députés, c'est le rôle du gouvernement. Les Maliens doivent se mobiliser, être dans la rue pour obliger ce gouvernement à changer la façon de gérer le pays, la façon de gérer l'armée. Tant qu'on ne fait pas ça, ni la France, ni l'administration, personne ne va nous respecter. Même si la France quitte le jeu, un petit groupe va s'imposer encore au Mali, comme la dernière fois. Donc, emprenons-nous d'abord à notre gouvernement. Balayons devant notre porte. Exigeons une bonne gestion de nos affaires d'abord. C'est ce qui me semble être la solution à cette étape. Merci beaucoup. Il y a Abdul C.H. Maïga qui a posé 2 questions. L'une question, c'est concernant
la supposée culpabilité de ATT. Vous savez, ATT avait été accusé dès les premiers mois de l'installation de IBK de haute trahison. Une enquête a été menée. Moi, je ne me prononce pas sur cette enquête. Je retiens seulement que les députés ont considéré qu'ils n'ont pas les preuves. Donc, à partir de ce moment, je ne vais pas faire trop de commentaires. Je vais juste rappeler que plusieurs fois, j'ai dit à ceux qui expliquent la crise du Mali uniquement par la Libye, par la chute de Kadhafi, j'ai plusieurs fois expliqué deux choses. J'ai dit d'abord, toutes les rébellions de 90 jusqu'à la chute de ATT venaient de Libye. Deuxièmement, nous n'avons pas de frontière avec la Libye. On est à 800 km. Si la chute de Kadhafi devait être l'explication de la chute des États, c'est le Niger et le Tchad qui devaient chuter. Ils sont des frontières, nous on est à plus de 800 km. La vérité, c'est que quand les gens sont venus de Libye, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas trouvé d'armée. Ils ont trouvé qu'il y a des gens en uniforme, il y a plein de généraux qui défilaient à Bamako, qui étaient dans les bureaux. Vous savez qu'Alpha a même créé ce qu'on appelle le haut fonctionnaire de défense. Comme ils ne savent que faire des généraux et des colonels, on les a distribués dans les ministères. Donc il n'y avait pas d'armée. Et ATT, sachant qu'il ne peut pas faire la guerre, a voulu jouer un peu au plus malin. C'est comme ça qu'il a créé une délégation de plusieurs ministres qui ont été accueillir les rebelles, les installer, leur donner de l'argent, des produits alimentaires. Ils se sont bien reposés. Et après, ils ont pris les armes contre le Mali. C'est lui seul qui sait pourquoi il l'a fait. En tout cas, l'histoire a retenu que c'est avec lui que le Mali est tombé. Maintenant, le reste des jugements appartient au peuple malien et à l'histoire. Moi, je suis un homme politique, j'ai mon avis là-dessus. Moi, j'ai toujours dit que la chute de la Libye, c'est peut-être de Kadhafi, c'est peut-être 30% de la raison de la chute de l'État malien. La vérité, c'est qu'il n'y avait plus d'État. En 2012, nous n'avons plus d'armée. L'État, les narcotrafiquants, les trafiquants d'hommes ont infiltré les institutions. On avait des narcotrafiquants qui siégeaient à l'Assemblée nationale, qui siégeaient au Haut Conseil de collectivité, des narcotrafiquants qui étaient maires, qui étaient les interlocuteurs des gouverneurs. L'État était complètement corrompu et dévalorisé. Ça, c'est des choses qui sont connues, ce n'est pas de la diffamation. Maintenant, chacun fait son jugement. Maintenant, vous avez demandé pourquoi je n'ai pas demandé que justice soit faite quand j'étais dans le gouvernement avant 2013. Vous savez, il y a déjà des accusations qui ont été portées. Il y a une commission qui a été constituée. Moi, je n'avais plus rien à demander. C'est cette commission qui a déposé un rapport. C'est elle qui sait pourquoi elle dit qu'elle n'a rien vu, elle n'a rien trouvé. Je crois qu'il faut s'en tenir à ça pour l'instant, même si au fond de nous-mêmes, les Maliens se sentent floués. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais ce que je dois dire à la décharge de ATT, au moment où ATT venait au pouvoir, l'armée était détruite. Il n'y avait plus d'armée. En 2003, autrement dit, juste après l'arrivée de ATT, les députés de l'Assemblée nationale ont organisé une séance à huis clos où des militaires patriotes sont venus leur décrire la situation de l'armée. Ils leur ont dit que l'armée est finie, elle a été démontée, désorganisée entre 1991 et 2002. Maintenant, ce qu'on peut reprocher à ATT, c'est peut-être pourquoi il n'a pas reconstruit cette armée pendant ces 10 ans. Et autre chose que je voulais que vous compreniez, je l'ai expliqué aux Maliens plusieurs fois, qui disent pourquoi quand vous étiez dans le gouvernement, vous n'avez rien fait, donc vous êtes responsable. Il faut que les uns et les autres comprennent comment les gouvernements fonctionnent. Parce que si vous ne comprenez pas ça, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas apprécier. Quand vous rentrez dans un gouvernement, on vous donne 2 décrets. Il y a un premier décret qui vous nomme ministre. Il y a un deuxième décret qui vous nomme et qui vous dit pourquoi vous êtes venu, de quoi vous êtes venu s'occuper. Ça s'appelle le décret qui détermine les attributions spécifiques du ministre. Donc on vous dit pourquoi vous êtes venu dans le gouvernement. Vous ne vous occupez pas d'autre chose, sauf si on vous demande. Même lorsque un ministre expose son point de vue en conseil des ministres, vous ne pouvez pas donner votre avis si le président ne demande pas. S'il ne demande pas, vous ne donnez pas votre avis. Et quand vous donnez votre avis, il n'est pas obligé d'en tenir compte. C'est comme ça que le gouvernement fonctionne, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Même si tous les ministres sont d'un point de vue, la conclusion que le président tire,
C'est ça la décision du gouvernement. C'est comme ça que le gouvernement fonctionne chez nous. Ce n'est pas le gouvernement de type parlementaire où les ministres votent, où c'est en fonction du poids à l'Assemblée qu'on est dans le gouvernement. Chez nous, c'est un type d'exécutif où c'est le président qui décide de tout. Donc les ministres, vous donnez votre avis que quand on vous le demande, et quand vous donnez votre avis, le président n'est pas obligé d'en tenir compte. C'est comme ça que le gouvernement fonctionne. Deuxièmement, les questions de défense et de sécurité ne se discutent jamais dans le gouvernement. Moi, j'ai été 2 fois dans le gouvernement sous ATT, j'ai fait 5 ans sous IBK, j'ai fait 1 an et demi. On n'a jamais parlé en conseil des ministres des questions de défense et de sécurité. C'est des questions secrètes, le président les discute seul avec son chef de gouvernement, avec le ministre de la Défense et les chefs militaires. Donc aucun ministre ne peut vous dire qu'il est au courant de ce qui se passe. Sauf quand ils veulent voter des lois pour financer l'armée, ou quand ils prennent des lois pour organiser l'armée, ils amènent pour qu'on dise que le gouvernement a adopté. Donc c'est important que vous compreniez comment le gouvernement fonctionne. Vous m'avez demandé pourquoi je n'ai pas dénoncé l'accord d'Alger quand j'étais dans le gouvernement, que si je l'avais fait, c'était mieux. Vous savez, concernant l'accord d'Alger, il faut que je vous explique très bien mon point de vue, qui est différent de celui de tout ce qui rejette l'accord, totalement. Moi, je regarde dans l'histoire. J'ai beaucoup lu sur l'histoire du monde. Je sais que toutes les grandes nations, la Russie, la Chine, la France, la Turquie, ont tous connu un moment de difficulté, même des moments d'humiliation dans leur histoire. Ils se sont réorganisés pour s'en sortir. Et chaque fois qu'un gouvernement se trouve dans une situation de faiblesse, il a toujours conclu des accords qui sont en sa défaveur. Ça, c'est la règle de l'histoire. Vous voyez, en France, l'Alsace-Lorraine, ça a été combien de fois partagé entre l'Allemagne et la France au gré des guerres. Regardez la Turquie, quand l'Empire ottoman s'est trouvé par malheur du côté des perdants après la Première Guerre mondiale. L'Empire a été démantelé, la Turquie a été réduite à sa plus simple expression, et les sultans avaient accepté. Il a fallu qu'Atatürk fasse l'union nationale autour de lui pour contester ces nouvelles frontières, pour qu'on augmente un peu la superficie de la Turquie, c'est celle qu'elle a aujourd'hui. La Chine a subi le même type d'humiliation dans son histoire. Donc pour moi, la responsabilité des présidents entre 1991 et 2012, qui a conduit à la chute de l'État malien, à l'humiliation de notre peuple, on devait se donner les moyens de rebondir. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié l'élection de IBK. Moi, j'ai fait campagne pour lui en 2013. Beaucoup ont fait campagne pour lui, ont voté pour lui, parce que nous avons pensé que c'est l'homme qui allait laver l'humiliation que le peuple malien a subie. Et son discours, c'était ça. Restituer au Mali son honneur et sa dignité. Moi, c'était mon slogan de campagne. Mon slogan de campagne depuis 2002. Moi, depuis longtemps, je suis qu'on a trahi le Mali. Mes slogans de campagne de 2002 à 2012, c'est le même: restituer au Mali son honneur et sa dignité. Et Ibeka, son slogan en 2013 était proche du mien. Donc pour moi, c'est l'homme qui va venir restaurer la dignité et l'honneur des Maliens. Je l'ai soutenu, il est devenu président, je n'ai pas cherché à aller dans son gouvernement. Je continue à le soutenir parce qu'on peut soutenir quelqu'un sans être dans son gouvernement. Ils m'ont fait appel en 2015. 2015, n'oubliez pas qu'avec les voyages hasardeux de Moussa Mara, on avait perdu Kidal. Donc le Mali allait aux négociations d'Alger en position de faiblesse. Dans l'histoire des nations, chaque fois qu'un État est allé dans des négociations après avoir perdu une guerre, on lui a imposé des choses qui ne sont pas normales. Et donc, on n'avait pas le choix en 2015. Mais qu'est-ce que Ibeka devait faire? D'abord, cet accord, il devait l'expliquer aux Maliens, pour que les Maliens comprennent les difficultés qu'il y a là-dedans, les aspects qui ne sont pas applicables. Ça n'a pas été fait. Moi, j'étais dans le gouvernement, je l'ai demandé en vain. Il n'y a jamais eu d'exposé au niveau du gouvernement du contenu de l'accord. Il n'y en a jamais eu au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y en a jamais eu au Conseil des collectifs. Il n'y en a jamais eu au niveau d'aucune institution. Donc l'accord n'a même pas été expliqué au Mali. Moi, j'en ai pris connaissance de par mes fonctions de porte-parole du gouvernement. Je l'ai lu, je l'ai compris. Ce que j'ai proposé en son temps, et vous pouvez demander, il y a des témoins. J'ai proposé au Premier ministre
qu'au niveau du gouvernement, nous mettions une force ad hoc, une task force spéciale, composée des ministres les plus politiques, pour que nous prenions l'accord, nous le décortiquions, pour identifier là-dedans les éléments les plus dangereux qu'il y a là-dedans, les éléments qui peuvent être acceptables, de manière à donner au gouvernement une feuille de route et un code de langage qui permet d'expliquer aux Maliens, de mettre en œuvre tout en nous opposant à ce qui peut détruire notre pays sur l'avenir et utiliser la compétence, le savoir-faire pour retourner la situation en faveur de l'État malien. Mais cela suppose que l'État fonctionne normalement dans tous ses compartiments. Quand j'ai fait cette proposition, on a fait une première réunion dans le bureau d'Abla Idrissa, Maïga, il était ministre de l'administration territoriale. Les ministres Adema Ampé étaient là-bas, et Draman Dambélé, Mountaga Tall était là, Poulo était là. Et j'ai posé la question, tout le monde était d'accord. On s'est donné rendez-vous pour amener nos propositions à soumettre au Premier ministre. Le RPM a saboté la réunion qui n'a plus eu lieu. Il y a un de vos collègues, il ne s'est pas présenté, qui est psychologue apparemment, sociologue disons, qui dit que pour solutionner un problème, il faut aller à la source et connaître les causes. C'est ce que j'ai fait. Tout le travail que j'ai fait pendant 6 ans, c'était de documenter un argumentaire pour rejeter la propagande fallacieuse de la rébellion et de ses soutiens. C'est ça le livre que j'ai écrit, Les rébellions au nord du Mali des origines en Honduras. Et honnêtement, je recommande à tous les cadres maliens, tous les intellectuels de le lire. Ceux qui ne savent pas lire, il faut lire et le traduire. Parce que vous allez comprendre ce qui se passe. La vérité, c'est que ce qui nous est arrivé, c'est le résultat d'abord de la trahison. Notre armée, notre peuple ont été trahis par ses dirigeants. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans l'histoire de l'humanité, tous les États qui ont failli en matière de défense, ils l'ont payé cher. Tous les États. Tout gouvernement qui néglige la défense de son pays, c'est un gouvernement qui a trahi sa nation. Notre armée, notre peuple ont été victimes de trahison de la part de leurs dirigeants. Je l'ai dit et je l'assume et je le justifie, je donne les preuves. Vous regardez les États-Unis, leur puissance dans le monde, c'est vrai, il y a l'économie, c'est d'abord leur puissance militaire. Et malgré qu'ils sont les plus puissants, tous les ans, le budget de l'armée des États-Unis est supérieur au budget de tous les autres pays du monde réunis. La France, Macron venu au pouvoir, la première des choses qu'il a fait, il voyait pour rendre visite à leurs militaires. Première action, il augmente le budget de l'armée pour les prochaines années de 30%. La Russie, l'économie de la Russie, c'est une petite économie, c'est l'équivalent de l'économie de l'Espagne. On les respecte pourquoi? À cause de leur puissance militaire. Personne n'ose aller tomber sur eux. La Chine, pour être président en Chine, il faut d'abord diriger la commission de défense nationale pendant au moins 4 ans pour connaître toutes les questions de défense avant d'aspirer à être président de la Chine. Donc, la première mission d'un chef d'État, c'est assurer la défense de son territoire et de ses biens. Tout pouvoir qui ne peut pas assurer la défense, la sécurité des citoyens et des biens est un pouvoir illégitime, quelle que soit la façon dont il s'empare du pouvoir, par coup d'État ou par élection. La vérité, c'est que notre peuple a été trahi par l'élite politique. Deuxième raison, notre peuple a été victime de complots en permanence. Toutes les rébellions ont été instrumentalisées par des gens de l'extérieur. La première rébellion, je viens de vous le dire, c'est des avantages féodaux attribués par la France à une tribu qui ont été à la base de la déclenchement de la première rébellion. La deuxième rébellion, ils sont venus de Libye, soutenus par Kadhafi et financés et armés par lui. La troisième rébellion, venue de Libye, soutenue par les services français. Donc, un complot international et la trahison. Qui devait défendre le Mali? C'est le gouvernement. Parce que le peuple élit des dirigeants pour qu'ils défendent ses intérêts, pour qu'ils parlent à son nom, pour qu'ils agissent à son nom. Il leur donne tous les moyens. Donc, c'est ça la cause. Maintenant, vous dites qu'est-ce qu'il faut faire. La première des choses, vous dites pour résoudre un problème, il faut connaître sa cause. On dit un problème bien exposé, bien posé et à moitié résolu. La première des choses, je me suis attaché pendant 6 ans à analyser pour comprendre les causes de la rébellion. Je viens de vous dire pourquoi on a perdu, la trahison et le complot. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
La première des choses, il faut changer la façon de gérer le pays. Notre pays est en guerre, on doit avoir des comportements des gens qui sont en guerre, les hauts dirigeants. Tous les actes qu'on pose dans le pays, tous les jours, doivent obéir à un objectif. Reconquérir l'indépendance et l'intégrité et l'autonomie du Mali. Ça doit être le principal objectif. En quoi faisant? En travaillant à rééquiper notre armée, à amener à inverser le rapport des forces militaires sur le terrain, à ne tolérer aucun détournement des fonds de l'armée. Tout ce qui détourne les moyens de l'armée en période de guerre, on connaît dans tous les pays, c'est la loi martiale. On ne va pas nous dire que les dossiers sont classés, top secret depuis des années, on les déclassifie, on envoie chez le procureur. Mais tout le monde sait que les militaires ne peuvent pas se battre, ils n'ont pas les moyens. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de chars de combat. Des militaires qui doivent avoir 300, 400 balles, ils n'ont que 30 à 50. Certains tombent en panne de carburant, il n'y a pas de renseignement. Quand on a tué les militaires à Boulkessi, qu'est-ce que le ministre de la Défense a dit devant les députés? Il dit que les militaires lui ont dit qu'ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas à manger. Quand les gens n'ont pas à boire, ils ne peuvent pas à manger. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ceux qui les ont envoyés aux Français qui ont trahi, ceux qui ont fui. Les militaires qui sont morts à Gelhok, ils se sont battus jusqu'à leur dernière balle. On les a tués, une balle dans la tête. Les jeunes arabes et Touaregs qui étaient là-dedans, on les a égorgés et éventrés. Et c'est pour cela que je dis souvent que ces rébellions-là, ils les font au nom des Touaregs et des Arabes. Ce n'est pas vrai. C'est quelques Arabes, quelques Touaregs, d'ailleurs quelques Touaregs, qui provoquent ces rébellions tout le temps. Les communautés au nom desquelles ils provoquent ces rébellions sont les premières victimes. C'est les Touaregs qui sont dans les camps de réfugiés, les Arabes. C'est eux qui sont victimes des représailles. C'est eux qui ont leurs enfants qui ne vont pas à l'école. Tout ce qui empêche l'État d'aller à Kidal. Mais ils ont leurs enfants à Bamako, ils sont dans des villas à Bamako, on leur distribue de l'argent, on distribue des grades. Mais il faut que le pouvoir politique cesse ça. Ça fait partie de mes solutions. Il faut arrêter la prime à la rébellion. Troisièmement, après avoir, en même temps qu'on inverse les rapports politiques militaires sur le terrain, il faut que la gestion du pays soit exemplaire sur tous les plans. Il faut que du sommet à la base, on donne l'exemple. Il faut qu'on ne tolère aucune déviation parce qu'on est en guerre. Il faut organiser tous les secteurs de la société pour les mettre dans une position d'une nation qui est en guerre. Et que le président donne l'exemple, que le gouvernement donne l'exemple. Voilà, me semble-t-il, les démarches à faire. En ce moment, on prend des gens compétents dans les postes qui peuvent défendre les dossiers. L'accord d'Alger a été négocié. Il n'y avait pas de spécialistes, il n'y avait pas de juristes autour du président. C'est purement institutionnel. On a pris quelques ministres, plus des sociétés civiles, partis politiques, les femmes, les jeunes. Mais ce n'est pas une affaire de femmes et de jeunes. C'est une affaire de spécialistes et de compétences. Il faut mettre les gens qui sont compétents dans les postes pour qu'ils tiennent tête aux adversaires du Mali. Voilà globalement ce que je pense. Et à cette condition, on peut créer ce que j'appelle un sursaut patriotique. Que nous laissons tomber toutes nos divergences pendant une période. Recouvrer d'abord la souveraineté de notre pays, la liberté des Maliens. Après, chacun ira dans ses chapelles. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, je termine par ça pour vous donner un exemple. Lorsque la France a recouvré sa liberté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis d'abord sur place un gouvernement provisoire dont la première mission, avec 4 missions, la première c'est de parachever la libération de la nation en éliminant toutes les poches de résistance. Deuxième mission, ravitailler les populations en nourriture, en produits de première nécessité. Troisième mission, reconstruire les infrastructures et l'industrie pour remettre le pays sur les pieds. Et quatrième mission, redéfinir les relations avec l'outre-mer. Mais notre gouvernement, quand Ibeka est venu, il s'est comporté comme dans un pays normal. Il dit qu'il est président, il y a une majorité, il y a une minorité. On fonctionne comme si on est un pays normal. Or, on est en guerre. Aujourd'hui, même si l'Assemblée, il y a majorité opinion, on doit faire un sursaut patriotique, rassembler toutes les forces pour d'abord libérer notre pays.
restaurer l'autorité de l'État. Après, chacun ira de son côté. On va commencer à se critiquer encore. Mais pour l'instant, tant qu'on continue comme on est en train de faire, le pays n'ira nulle part. Voilà ce que je pense. Je suis disponible. Continuons, on va épuiser le débat une bonne fois. J'ai pris un peu de mon temps, j'ai pris des réserves. Je sais que ce genre de débat ne se termine jamais à la minute près. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Donc, il y a une dame qui ne s'est pas présentée, qui a demandé est-ce que le gouvernement ne cache pas quelque chose et pourquoi ne pas organiser un référendum au nord pour que les populations décident si elles veulent se séparer du Mali ou non. Vous savez, le gouvernement cache manifestement quelque chose. Moi, je le sais et je sais de quoi je parle. Je viens de vous expliquer qu'en 2016, le Premier ministre et 2 ministres ont élaboré un document qu'ils ont appelé « Entente sur les autorités intérimaires » avec les mouvements armés pour pouvoir démettre tous les responsables élus au nord, Tombouctou, Gao, Kidal, conseil de région, conseil de cercle, commune, et les remplacer par des gens que les mouvements armés ont désignés. Mais ils l'ont caché à tout le monde. Même le gouvernement n'a pas vu. Le Premier ministre a pris, il est allé au Conseil de sécurité le présenter. Et sur cette base, ils sont venus enlever les élus pour mettre des gens que les mouvements armés ont nommés. Donc moi, je sais qu'ils cachent des choses. Ensuite, l'accord d'Alger, ça a été signé le 15 mai. La CEMA avait refusé de signer. Elle a signé le 20 juin, après avoir eu certaines garanties. Qu'est-ce qu'elle a eu comme garantie? Ibeka n'a jamais présenté ça au peuple malien. Donc, manifestement, le gouvernement cache des choses. Je vous ai dit que quand j'étais dans le gouvernement, j'ai demandé qu'on mette une mission ad hoc, un groupe spécial composé des politiques pour décortiquer l'accord, l'exposer aux Maliens, à l'Assemblée, un peu partout. Ils ont refusé. Donc, moi, je sais qu'ils cachent des choses. La vérité, c'est que ce gouvernement ne veut pas s'assumer. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut créer une union patriotique pour que tout le monde parle d'une même voix. Parce que c'est un gouvernement faible et incompétent. Pour que tous les Maliens ils s'adossent à la population et que des gens compétents soient dans les postes pour discuter avec la communauté internationale et les rebelles. Quand j'ai dit tantôt que moi je ne connais pas une rébellion qui a fini simplement parce qu'on lui parle, parce que je dis qu'il faut créer l'équilibre des rapports politiques, des rapports de force militaire sur le terrain. Mais c'est une illusion que de croire que la rébellion va finir simplement parce qu'on a fait la guerre. En même temps qu'on crée l'équilibre des forces militaires sur le terrain, il faut que la gestion de l'État change. Il faut amener les services sociaux de base, qu'on amène une administration qui n'est pas corrompue, qu'on installe des écoles qui fonctionnent, des centres de santé qui fonctionnent. Sinon, si on chasse les rebelles seulement, on laisse quelques années après, ça va reprendre. Or, la vérité, c'est qu'il faut gagner la guerre et en même temps gagner la paix. On ne peut pas gagner la paix si on ne résout pas les problèmes, mettre les gens en sécurité, la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc, il faut en même temps qu'on fait la guerre, il faut faire une bonne gestion. C'est la guerre et la bonne gestion qui font que le pays va s'en sortir. Le référendum au nord, il ne peut pas le mener. Moi, je vous ai dit que les rebelles ont toujours été minoritaires. D'abord, toutes les populations du nord réunies, les Sonraï, les Peul, les Bambara, les Touaregs, les Arabes, les Bellas, réunis tous, ils font 2 millions sur les 20 millions de Maliens. Ils font 10% de la population. Et ils occupent plus de 60% du territoire. Deuxièmement, ceux qui prennent les armes, ce n'est pas les Touaregs, c'est quelques Touaregs et quelques Arabes qui imposent par la violence, qui s'imposent à l'État. Une fois qu'ils s'imposent à l'État, ils s'imposent au reste de la population. Si on fait un référendum, même chez les Touaregs, ils vont perdre. La majorité des Touaregs ne veut pas de la partition, ne parle même pas de Soreil. Vous savez, quand ils ont fait leur fameuse déclaration d'indépendance, ils ont dit un mensonge dans leur déclaration qui leur a été communiqué par des faux historiens occidentaux pour dire qu'en 1958, au moment où le Mali partait à l'indépendance, leurs ancêtres ont demandé de ne pas être dans le Mali pour être dans le même pays, ils veulent avoir leur État. Que 300 chefs de tribu auraient fait un courrier qu'ils ont envoyé au général de Gaulle. Et que c'est cette injustice-là que la France serait en train de réparer aujourd'hui.
Moi, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé dans mon livre que c'est faux. C'est dit dans mon livre, noir sur blanc, j'ai sorti la documentation. En 1958, dans les années 50, disons, 3 fois les Touaregs ont été interrogés. La première fois, c'est aux élections partielles de 1951. Le parti du général de Gaulle, qui s'appelait le RPF, Rassemblement du peuple français, avait ses candidats qui étaient soutenus par l'administration coloniale. L'Union soudanaise RD avait son candidat, Al-Husseini Touré. Les Touaregs ont voté majoritairement pour Al-Husseini Touré. C'est comme ça qu'il est devenu député, sénateur. Donc, ils ont refusé les candidats de la France. La deuxième fois, c'est en 1958, juste avant les indépendances. Les militaires français qui n'étaient pas d'accord avec la politique de De Gaulle d'aller à l'indépendance ont voulu inciter quelques Touaregs arabes à faire une pétition pour l'envoyer à De Gaulle. C'était quelqu'un qu'on appelle Mahmoud Ag Mahmoud, qui s'est dit être cadi de Tombouctou. Et un autre, c'était le chef de Kalentassar. Ils ont demandé de ne pas être dans le Soudan. Mais ils n'ont pas demandé d'être indépendants, ils ont demandé de rester musulmans français et ils ne veulent pas de l'indépendance. Ou si ça ne marche pas, qu'on les rattache au Maroc ou à la Mauritanie. Mais la vérité, c'est que c'est des individus qui ne représentaient rien. Parce qu'à la même période, le gouvernement du Soudan, le gouvernement de l'autonomie interne, a un ministre de l'Intérieur qu'on appelait Mamadou Madera Keita, qui a fait 1 mois de mission dans les régions du Nord, en 1958. Il a réuni tous les chefs de tribus, de Gao, de Tombouctou et de Kidal. Et à l'unanimité, ils ont dit qu'ils veulent rester dans le Soudan. Mieux, celui qui a lu leur déclaration ce jour-là, c'est Taher Ag-Ili. C'est le chef de la tribu des Ifokas. Il dit qu'ils ne veulent pas diviser du Soudan. Il a même dit que toutes les oueds coupent vers le sud. Leur avenir, c'est au sud. Donc, historiquement, c'est faux. Les Touaregs n'ont jamais demandé à quitter le Mali. Et en dernier ressort, c'est en 1960, les militaires français, avant de quitter, ont voulu inciter à la rébellion. Les Kunta et les Oulimédens, ils ont refusé. Donc, c'est faux et archi faux. Les Touaregs n'ont jamais demandé à quitter le Mali. C'est des gouvernements faibles qui se laissent dicter la volonté de l'extérieur. Je vous ai dit qu'en 1964, ils ont été battus. En 1991, ils ont été battus. C'est à partir de 1991 que toutes les dérives sont venues. Donc, il n'y a pas à faire un référendum. Si on fait le référendum, ils vont perdre. C'est pourquoi d'ailleurs, ils ne veulent pas de référendum. Ils veulent tout gagner par la guerre, ayant en face un gouvernement faible et corrompu et incompétent, qui se cache au peuple pour les livrer des choses. C'est pourquoi vous avez vu comment on va clore le débat. Cette fameuse dialogue national inclusif, quel était l'objectif? C'était d'amener à dire que les Maliens veulent la révision constitutionnelle. Parce que les rebelles ne cherchent que ça. C'est pour cela que même le délégué au dialogue, c'était quoi? C'est les préfets et les maires qui ont désigné tous les délégués. Donc c'est le gouvernement qui les a choisis pour qu'ils viennent dire qu'ils veulent la révision et qu'on dise après que c'est le peuple malien qui veut la révision. Mais c'est faux et archi faux. Parce que si on fait la révision à l'État, on va inscrire dans la révision les outils de partition future du Mali. Et c'est pour ça que les rebelles se battent. C'est pourquoi ils disent qu'il faut la révision, il faut appliquer l'accord. L'accord, on ne peut pas l'appliquer à l'État. On a demandé de réviser l'accord. Ils ont dit qu'ils ne viennent pas au dialogue. Ils ont menacé Ibeka qui dit non, ils n'ont qu'à venir au dialogue. Au dialogue, on ne va pas parler de l'accord. On va dire qu'il faut renvoyer à l'article 65 de l'accord. Mais l'article 65 dit quoi? Que pour réviser l'accord, il faut l'accord express de toutes les parties. Donc ça veut dire que les rebelles ont un droit de veto. Mais on n'a rien résolu. Ce qu'on aurait dû faire au dialogue national, c'est de recenser tous les points qu'il faut modifier dans l'accord et demander au gouvernement d'aller se battre pour introduire ces modifications. Mais ils ont refusé que les gens en parlent au dialogue. Donc c'est pourquoi j'ai dit que le dialogue c'était de la supercherie. C'est une grosse coopération de communication pour Ibeka qui a coûté, d'après la presse, près de 2 milliards de francs CFA au budget malien. Pour rien du tout. Et donc, le référendum, ils n'en voudront pas parce que ce n'est pas leur avantage. Il n'y en aura pas parce que les Soraïs ne veulent pas, les Peuls ne veulent pas, les Touaregs dans leur majorité ne veulent pas, les Arabes dans leur majorité ne veulent pas. C'est quelques individus manipulés par l'extérieur pour diviser le Mali, entretenus par l'extérieur pour diviser le Mali. Et contre ceci, c'est notre gouvernement qui doit se dresser.
S'il ne le fait pas, c'est notre peuple qui doit sortir massivement dans la rue pour dire qu'il n'est pas d'accord. Si 1 million de Maliens sortent dans la rue pendant 2 jours, vous allez voir, les choses vont changer. Le gouvernement va reculer, la communauté internationale va reculer, les rebelles vont reculer. Mais tant que les gens s'assoient à la maison, ils sont uniquement dans les réseaux sociaux, les gens ne font rien, le gouvernement continue à tromper les Maliens, les soldats continuent à mourir, on fait des communiqués, on fait des fêtes, on distribue des médailles, on fait des cérémonies. Quand vous regardez la télévision malienne, vous allez croire que tout va bien. Les médailles ne servent plus à rien maintenant. Chaque jour, on les distribue, on fait des fêtes, on donne de l'argent, les rappeurs, les blogueurs, les chanteurs. Il suffit de critiquer le pouvoir, on vous donne de l'argent, vous commencez à faire la fête, les marabouts, tout le monde. Mais on ne gère pas un pays comme ça. Le pays aujourd'hui a des priorités, c'est faire la guerre, c'est de bien gérer, recouvrir la paix, l'autorité de l'État, réinstaurer l'école, les centres de santé, à boire, à manger aux citoyens. Voilà ce dont le gouvernement doit s'occuper. Le référendum n'est pas d'actualité. Si on le fait, ils vont perdre. Mais ils n'accepteront jamais qu'il y ait un référendum aujourd'hui. Ils ne feront plus jamais. Car le gouvernement et le gouvernement français sont des emplois de la France. Oh, vraiment bravo, docteur. Et aujourd'hui, nous sommes contents de vous recevoir par rapport à ce que vous avez dénoncé le gouvernement, et la faiblesse du gouvernement et la qualité que vous possédez comme un super ministre. Et vraiment, je suis très contente. Cette l'air ne m'a jamais trouvé à Noé parce que je m'endors depuis 20 heures. Mais j'ai resté vraiment, ce que vous avez dit est réalité. Et on ne fait que vraiment vous souhaiter longue vie et puis... Allô? Alors donc, il y a un de vos collègues qui vient de poser la question, est-ce que la France va accepter qu'un autre pays vienne exploiter les ressources de ses colonies? Il dit qu'on s'en remet à Dieu. Vous savez, il faut toujours se remettre à Dieu, mais Dieu dit qu'il faut se battre pour être aidé. Moi, je crois que la question, on ne doit pas la poser ainsi. La France est un État. Il faut qu'on comprenne que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Il y a des gens qui disent qu'il faut appeler la Russie, il faut appeler la Chine, il ne faut pas vous tromper. Tous les pays cherchent leurs intérêts. Donc, ce n'est pas en appelant des pays. Comme je dis, il faut que nous, d'abord, les Maliens, on donne l'exemple. Il faut que les gens dirigent bien le pays. S'ils ne dirigent pas, que la population se lève pour les obliger à le faire ou ils les chassent. Notre constitution a prévu la désobéissance civile. Lorsqu'un gouvernement ne peut pas assurer la sécurité des citoyens, mais la population doit lui dire de cesser la corruption, de cesser les nominations bidons dans l'administration, de gérer bien. En ce moment, même les Français vont nous respecter. Les ressources qu'il y a au nord, de toute façon, si ce n'est pas la France qui les exploite, c'est un autre pays. Le Mali n'a pas les moyens de les exploiter. Donc il faut créer les conditions pour que la France négocie avec un État responsable. Tous ces intérêts peuvent être sauvegardés dans des discussions normales avec un État responsable dirigé par des dirigeants sérieux. Mais quand les gens ne sont pas sérieux, personne ne les respecte. La France, en vérité, quand vous regardez, mais en 2013, c'est la France qui était venue à l'appel de Dioncounda, de notre président. Ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Chinois. Quand on a des résolutions au Conseil de sécurité, c'est la France qui les introduit, qui les défend. C'est la France qui est le premier partenaire politique, diplomatique, stratégique et militaire du Mali. Au lieu de dire qu'il faut changer ou il faut aller en guerre contre la France, il faut poser sérieusement nos problèmes sur la table et les négocier, mais de façon sérieuse. Quand les gens savent que vous n'êtes pas sérieux, ils ne vous considèrent pas. Et quand vous êtes à la tête d'un État, cet État n'est pas considéré. C'est ça la triste réalité que les Maliens doivent comprendre. Il faut qu'on balaye d'abord devant notre porte. Et un autre de vos camarades a demandé quelle est ma solution. Je crois que je me suis bien exprimé là-dessus. Pour moi, il faut travailler à installer un équilibre des renforts militaires sur le terrain. Deuxièmement, il faut faire en sorte que l'État soit géré de façon compétente, que les services sociaux de base soient installés, que la corruption cesse, que les premières personnes qui vont être prises dans des actes de corruption pendant qu'on libère le pays, qu'ils soient sanctionnés, jugés et condamnés. Et que la direction du pays, du président au dernier responsable, donne l'exemple.
Maintenant, vous avez demandé est-ce que nous, on côtoie les autorités, quelles sont les solutions que l'opposition propose. Vous savez, moi, j'ai toujours été un homme de proposition. Quand j'étais dans le gouvernement, je n'ai cessé de proposer des solutions tous les jours. Mais comme je vous ai dit, c'est Ibeka qui a été élu. Quand ils ne veulent pas de solutions, ils n'en prennent pas. Quand l'accord a été signé, j'ai fait des propositions, ça n'a pas été pris en compte. Quand ils ont fait les autorités intérimaires, j'ai fait des propositions de ne pas accepter, ils n'ont pas pris en compte. L'opposition récemment, ce qu'ils appellent l'accord politique de gouvernance, qui a été signé en mai 2019, que je considère comme une escroquerie politique. C'était quoi? C'était qu'on a refusé l'élection de Ibeka après 2018, parce qu'on sait qu'il n'a pas été élu. Regardez Kidal, Ibeka n'a jamais pu aller à Kidal depuis 2013. C'est en 2018 qu'il a été passé à une nuit. Tous les préfets de Kidal sont à Gao. Il n'y a aucune administration. Il n'y a personne à Kidal, si ce n'est les rebelles. On a dit que 97% de la population a voté pour Ibeka. Qui était là-bas? Qui a voté? Qui a vu les votes? Qui les a vus? Quelle était l'administration qui a supervisé? Mais la Cour constitutionnelle a entériné. Chez moi, même dans mon cercle. C'est celui que les MNLA avaient désigné pour terroriser la population en 2012, que les Moujao avaient chassé. C'est celui-là que Ibeka a ramené en 2018 pour le nommer président du conseil de cercle d'Ansongo, au titre des autorités intérimaires. C'est celui-là qui a supervisé les élections. Vous croyez que celui-là, il travaille pour le Mali? Donc nous savons qu'Ibeka n'a pas été élu. On a contesté son élection. Mais à partir de janvier-février, quand on a vu le nombre de morts au centre, dans la région de Mopti, la rébellion qui gagnait le terrain, nous nous sommes dit attention, si on ne fait pas attention, notre pays risque de disparaître. Donc laissons tomber nos querelles politiques. Retrouvons-nous tous autour de Ibeka pour faire l'union sacrée de tous les Maliens, pour faire face à la rébellion, pour faire face à cette crise multidimensionnelle, comme vous le dites. Mais nous avons posé des conditions. Quand vous mettez ensemble, il y a un minimum quand même de conditions à poser. Nous avons dit premièrement, il faut qu'on écrive, que les Maliens comprennent que la contestation qu'on a faite de l'élection de Ibeka, on l'abandonne parce que notre pays est en danger. Ils ont dit qu'ils refusent, ils ne veulent pas accepter qu'on écrive comme ça. Nous avons dit que si on se met ensemble, il faut qu'on écrive noir sur blanc que dans l'application de l'accord d'Alger, désormais tout ce qui peut conduire à la partition du Mali dans le court, le moyen ou le long terme, nous allons nous y opposer ensemble autour de Ibeka. Ils ont refusé qu'on l'écrive dans l'accord. Nous avons dit qu'on va dire désormais, noir sur blanc, que la révision constitutionnelle ne sera plus une priorité jusqu'à ce qu'on ramène la paix dans le pays. Un pays où les gens sont en train de se tuer tous les jours, les militaires meurent, on ne va pas faire de référendum. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'il faut faire la révision constitutionnelle. Nous avons dit que quand on va cette fois-ci nous entendre pour mettre un gouvernement pour sauver le Mali, il faut que ce soit des hommes compétents, expérimentés, qui ne sont impliqués dans aucune malversation. Ils ont refusé. Ils ont dit que le président va choisir comme il veut, comme par le passé, parce que c'est ses prérogatives régaliennes. Mais nous avons dit que les prérogatives régaliennes, là, il les a exercées pendant 6 ans, ça n'a rien donné. Voilà une série de conditions qu'on a posées qui ont été refusées. C'est pour ça qu'on n'a pas signé l'accord de gouvernance. Qu'est-ce que nous avons vu? Le lendemain, ils sont allés signer un autre papier en disant qu'on a refusé, ils ont été fait des modifications. C'est là qu'on a compris qu'en réalité, Ibeka, au lieu de chercher à résoudre les problèmes du pays, Ibeka cherchait des gens qui voulaient être ministres. Il a eu 2 ou 3 personnes qu'il a pris pour mettre dans le gouvernement, et puis on a dit que c'est un gouvernement de large ouverture. 38 membres. On n'a jamais eu depuis l'indépendance un gouvernement de 38 membres, dans lequel il y a 2 opposants. On a dit que c'est un gouvernement de large ouverture. Donc on a compris qu'en réalité, il cherchait juste des gens qui cherchaient les postes. Donc, nous, on a toujours été des gens de proposition. L'opposition a abandonné toutes ses anciennes revendications pour qu'on fasse l'union sacrée autour du président, pour faire face aux problèmes du pays. Il n'a pas voulu. On a été obligé de rester en dehors. C'est là qu'ils ont été organisés le dialogue dit inclusif là, où comme je vous dis, tous les délégués ont été désignés par les gouverneurs, les préfets et les maires. Ils sont venus à Bamako se faire applaudir et puis sortir avec des résolutions. On dit que c'est tous les Maliens qui étaient d'accord. Mais c'est faux, archi faux. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on soit au sérieux. Quand vous regardez ce qui se passe au Mali, vous n'avez pas l'impression qu'on est dans un pays en guerre.
Le président, c'est les cérémonies, c'est les distributions des médailles, il reçoit les ambassadeurs, les artistes, les rappeurs, il distribue des médailles. Mais vraiment, il faut qu'on arrête ça. On fait des cérémonies, des misses au RTM, des danses, des grandes manifestations, on remplit les voitures des gens, on va à Mopti, on fait des cérémonies, on dit que tous les marabouts sont venus pour prêcher la paix. Mais ces gens qui quittent Bamako, ce n'est pas eux qui sont en guerre. Ils vont se réunir dans une salle à Bamako à Mopti avec le gouverneur, ils se parlent. Après, ils retournent à Bamako, mais ce n'est pas eux qui font la guerre. Les gens sont en train de mourir tous les jours. Pendant qu'ils sont en réunion à Mopti, on tue des gens à Koro, à Douanza, à Bandiagara. Et la télé montre seulement ceux qui sont en réunion à Mopti. Et tant qu'on ne sort pas de ça, on ne pourra pas nous en sortir. Voilà un peu ma vision des choses. Et je suis toujours disponible. Moi, je n'ai jamais refusé de donner mon avis sur les sujets d'intérêt national, que ce soit verbalement ou par écrit. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Samba Tambadou a posé 2 questions. Il dit d'où viennent les armes et la formation des groupes armés qui, dit-on, sont bien armés. En réalité, une bonne partie des armes viennent de Libye. Une partie des armes, c'est ce qu'ils prennent sur les militaires quand ils prennent les camps. Et il y a des pays qui se disent amis du Mali qui les aident. Il y a des pays du Moyen-Orient qui aident les gens depuis sous l'occupation, nous le savons très bien. Malheureusement, notre gouvernement n'a jamais eu le courage de pointer du doigt ces pays qui sont connus et les dénoncer publiquement. Leur formation, c'est ceux qui viennent de ces pays du Moyen-Orient, ceux qui ont été dans les guerres en Libye, les différents mouvements terroristes, plus AQMI, Al-Qaïda, c'est eux qui les forment. Je vous ai dit qu'avant la chute du régime en 2012, mais AQMI s'est installé au nord du Mali. Ansardine était au nord du Mali. C'est des organisations dirigées par des anciens rebelles, sinon des terroristes. Le gouvernement malien fermait les yeux là-dessus. Je vous ai dit qu'il y a des narcotrafiquants, des alliés, des terroristes qui siégeaient dans les institutions du Mali. Ils sont députés, membres du Haut Conseil de collectivité. C'est pourquoi quand la rébellion a commencé en janvier 2012, beaucoup ont quitté l'Assemblée nationale et le Haut Conseil de collectivité. Ils ont rejoint la rébellion. Imaginez-vous que quand ces gens sont revenus, après l'accord d'Alger, en 2016, ils ont exigé des IBK que le temps qu'ils ont fait, quand ils ont trahi le Mali pour rejoindre la rébellion, que leurs indemnités, leurs salaires de députés et de membres du Haut Conseil, qu'on leur fasse des rappels. Et IBK a fait faire à l'Assemblée. Ils ont voté lors d'un collectif budgétaire de l'argent à remettre aux gens le temps pendant qu'ils ont trahi le Mali, on leur fait des rappels de salaire. Ceux qui empêchent l'armée d'aller à Kidal, ils sont à Bamako, on leur donne des terrains, ils construisent des maisons, ils sont dans les hôtels. Mais avec ça, la rébellion ne va jamais finir. Jamais. Vous avez demandé quelle solution il faut pour en finir avec ce problème-là. Moi, je pense honnêtement, je l'ai dit, je le redis, un État, c'est la force et le droit. Tout État qui n'a pas de force, qui impose à ceux qui veulent en imposer au reste de la population, ce n'est pas un État. Et le droit, c'est pour protéger les plus faibles. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de droit. Il n'y a que les faibles qui subissent au Mali. Regardez la loi qu'Ibeka a fait voter, qu'on appelait la loi d'entente nationale. Cette loi vient amnistier tous les criminels de 2012, ceux qui ont violé les femmes, qui ont amputé les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont attendu la fin du mandat des députés. Quand ils ont prolongé, les députés qui ne sont même pas légitimes, c'est eux qui ont voté. Les criminels n'ont demandé pardon à personne. Les victimes n'ont pas été consultées. Mais Ibeka a voté parce que les rebelles ont demandé, la communauté internationale a demandé. Mais avec ça, on ne peut pas réussir. Il faut revenir aux fondamentaux d'un État de droit. La force légitime de l'État ne peut pas s'exercer tant qu'on ne désarme pas tous les mouvements armés. Et d'ailleurs, quand Ibeka est venu au pouvoir, en 2013, il a trouvé un document qu'on appelle l'accord de Ouagadougou, l'accord préliminaire de Ouagadougou. Cet accord a prévu 3 choses. La première, c'est organiser l'élection présidentielle. Ça a été organisé, c'est à l'issue de ça que Ibeka est devenu président. La deuxième chose,
c'est de désarmer et cantonner les rebelles. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. La troisième chose, c'est d'engager des négociations. Donc, il a négocié, il a été élu, les rebelles n'ont jamais été désarmés. Et il n'a pas réclamé. Jusqu'à aujourd'hui. Et puis, comme je vous l'ai dit, quand Moussa Traoré quittait le pouvoir, la rébellion disait qu'ils avaient 250 personnes à intégrer. Un an après, ils ont dit qu'ils sont 3600. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ils disent qu'ils sont 63 000? Toute la population de Kidal, au recensement de 2010, ne vaut pas 63 000. Il dit qu'il y a 63 000 personnes à intégrer dans une armée de 20 000 personnes. Et notre gouvernement accepte ça. Ils disent aujourd'hui qu'ils sont 63 000. Et notre gouvernement accepte ces conditions pour intégrer. Mais lorsqu'un gouvernement est comme ça, qu'est-ce que vous attendez de lui? Qui va le respecter? Les rebelles même se disent qu'il faut mettre la pression ou faire semblant d'être fâchés. La communauté internationale dit mettez la pression. Aujourd'hui, l'objectif du gouvernement et des rebelles, c'est d'obtenir la révision constitutionnelle. Et dans la révision, ils vont mettre tout pour organiser la partition du Mali. Demain, même si Beka n'est pas au pouvoir, celui qui vient ne peut plus revenir en arrière. C'est pour cela que l'appel que je lance aux Maliens, toute obédience politique confondue, toute ethnie confondue, il faut vous opposer de toutes vos forces à la révision constitutionnelle. Lorsque les Maliens vont faire échouer cette tentative de révision, la communauté internationale va prendre le peuple malien au sérieux. Parce que les dirigeants, eux, ils ont trahi le Mali. Moi, je suis convaincu de ça. Je ne fais pas de la diffamation, je ne fais pas de la propagande. C'est mon intime conviction. S'il peut me prouver le contraire, qu'il me le prouve dans les actes. Nous devons nous donner la main partout où nous sommes pour travailler à faire échouer la révision constitutionnelle. Tous ceux qui vont faire, il faut que les Maliens sortent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Une fois que ça arrive là, et la communauté internationale et Ibeka, tout le monde va s'asseoir pour dire désormais le peuple malien ne va plus accepter n'importe quoi. Si on ne fait pas ça, Dieu nous en garde, ils vont poser des actes qui vont diviser notre pays, même le jour où Ibeka n'est pas là. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, bonsoir. Donc, la dernière question que vous venez de poser, c'est l'opération qui vient d'être ordonnée par décret du président. Je dois dire simplement que dans le principe, c'est une bonne chose. Mais l'opération qui a précédé, qui a été signée en janvier 2019, l'opération Dambé, mais n'a pas eu de résultat. Donc il ne s'agit pas de signer les décrets. Moi, je suis toujours surpris que chez nous, les gens pensent que c'est les textes et les déclarations et les folklores qui gèrent l'État. On a pris combien de textes, combien de décrets, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'effet sur le terrain. Tous les jours, les camps militaires sont pris, les gens sont tués, sont égorgés, les militaires, la population. Donc moi, je ne crois pas que ces décrets changent quelque chose, même si, dans le principe, je trouve que c'est une bonne chose de le prendre. Il faut changer les rapports de forces militaires sur le terrain. Pour cela, il faut que l'armée soit dans les conditions de le faire. Et pour le faire, il faut que l'armée soit bien équipée en vecteurs aériens, des hélicoptères, des avions. Il faut qu'il y ait un bon commandement. Il faut qu'il y ait le bon renseignement. Il faut que d'une façon générale, le pays soit bien dirigé. Voilà les conditions à partir desquelles on va nous respecter, à partir desquelles la paix peut revenir. Moi, je ne perds pas espoir. J'ai toujours dit que je suis convaincu qu'au sein de notre peuple existent des hommes, se trouveront des hommes qui vont redonner espoir au peuple malien, qui vont restituer à notre peuple sa dignité, sa souveraineté, son indépendance. Mais pour cela, il faut que la façon de gérer le pays change. Pour avoir un gouvernement compétent, patriote, efficace, qui va prendre les problèmes à bras le corps et les résoudre.
faire face à tous ceux qui sont dans la diversion. Je vous dis que la communauté internationale, il faut qu'elle ait un gouvernement compétent en face. Beaucoup de choses vont changer. Si ce n'est pas le cas, on va continuer à plonger, que Dieu nous en garde. Voilà ce que moi je pense de la situation. Bonsoir. En réalité, la question que vous venez de poser sur l'inexistence quasi certaine du pouvoir législatif face à l'exécutif, bon, c'est des questions de droit constitutionnel qui ne peuvent pas être résolues à l'issue d'un débat. Je pense que c'est dès le départ, en 91, qu'on a fait du mimétisme. Et là, on dit que bon, le régime est tombé, on a fait une nouvelle constitution. La vérité, ils sont allés copier, ils sont allés photocopier la constitution française de 1958, ils sont venus le plaquer au Mali. Les réalités ne sont pas les mêmes, donc aucun effort intellectuel d'adaptation des tests législatifs à la réalité du pays n'a pas été fait. C'est ce que nous payons aujourd'hui. Deuxièmement, aujourd'hui, on n'a pas d'assemblée. La loi est très claire. Les députés sont élus pour 5 ans. Nos députés, depuis plus d'1 an, n'ont été élus par personne. C'est eux-mêmes qui ajoutent à leur mandat. Depuis quand vous avez vu ça? C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de députés, c'est des fonctionnaires. C'est des petits arrangements qu'il faut entrer l'État. Ils ont l'argent, ils ont l'administration, ils ont l'armée. Comme on dit les 3 A. Et ils en imposent. Le Mali est pris en otage par une oligarchie qui détient l'armée, qui détient l'argent, qui détient l'administration. Il n'y a aucune règle qui est respectée. Les mandats des députés finis, on le prolonge. L'opposition fait des propositions, on les met à côté. Les gens vont en grève, on les licencie. Mais tant que les gens ne font pas la violence, ils ne font pas de manifestations, le gouvernement ne résout aucun problème. Vous ne verrez aucun problème. Aujourd'hui, l'école est bloquée. Pourquoi? C'est eux qui ont pris un décret pour accorder des avantages aux enseignants en janvier 2018, à la veille des élections, pour séduire les enseignants. Les gens ont voté pour eux, maintenant ils disent qu'ils ne peuvent pas appliquer ce décret. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais il y a de l'argent pour organiser des forums bidons à 2 milliards. Il y a de l'argent pour distribuer aux griots, aux marabouts, aux rappeurs, organiser des tournées tout le temps. Pendant ce moment, l'école est bloquée. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour équiper l'armée. L'argent qui a été voté est détourné. Les députés sont là. Je vous dis que le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissa, a introduit une requête pour faire des enquêtes sur le détournement de l'argent qui a été prévu pour l'armée. Est-ce que vous savez que cette commission est bloquée? Parce qu'ils ne veulent pas. Parce que ce n'est pas les députés. Ils sont au service de l'exécutif. Et aujourd'hui, celui qui sort, on te mate, on te corrompt ou on te menace. C'est pourquoi je dis que pour que ça change, il faut que ce soit le peuple dans son entièreté qui sorte pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. C'est à ce moment que les changements auront lieu. Sinon, on va rester dans les débats de principe, mais ça ne marchera pas. C'est ce que moi je pense personnellement de la situation. Je voudrais vous remercier tous de ce débat très instructif. Moi, je me suis mis à votre disposition parce que je crois que le travail de l'homme politique, c'est d'abord expliquer, convaincre, ouvrir les yeux de la population. Un peuple éclairé, un peuple qui lit, c'est ce peuple-là qui peut exercer ses droits. C'est ce peuple qui gagne, d'après Mandela. Un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Un peuple qui cherche à comprendre, c'est un peuple qui gagne. Une guerre, je vous dis, dans l'histoire de l'humanité, il y a 2 façons de gagner les guerres et 2 façons de les perdre. La première façon de gagner une guerre, c'est de l'éviter, de faire qu'elle ne commence même pas, par la diplomatie. La deuxième façon de gagner une guerre, c'est que quand elle vous est imposée, il faut la faire et la gagner. Il y a 2 façons de perdre une guerre. C'est une guerre que vous évitez alors qu'elle vous est imposée, ou une guerre que vous commencez et vous perdez. La vérité, le gouvernement malien n'a jamais accepté de faire la guerre à la rébellion depuis 1991. Il a passé son temps à faire des arrangements, à faire des nominations, à distribuer de l'argent, à tourner autour des choses. Ça ne changera rien. En 1939, lorsque Hitler menaçait toute l'Europe, tous les gouvernements ont baissé leur drapeau. Le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, Chamberlain, a été signé un accord de paix avec Hitler. Lorsqu'il est revenu, le Parlement, les députés ont voté majoritairement pour l'acclamer.
il y a un député qui leur a dit, vous avez signé un accord de la honte pour éviter la guerre. Eh bien, vous aurez et la guerre et la honte. Quelques mois après, Hitler a déclenché la guerre contre l'Angleterre. Ils ont voulu éviter, ils ont été obligés d'aller appeler Winston Churchill pour le mettre à la tête de l'État, pour tenir tête à l'Allemagne nazie jusqu'à ce qu'ils le battent. Un peuple, quand on vous impose la guerre, il faut vous donner les moyens de la mener. Chez nous, les gouvernements ont refusé de mener la guerre. Ils sont restés dans les arrangements, ils sont restés dans les corruptions, ils sont restés dans les détournements. Ce qui a affaibli l'État. Ce qui a fait que les gens ne croient plus à l'État. Ce qui a fait qu'on amène la prime à la rébellion, la prime à l'insoumission, la prime au désordre, la prime au crime. Les citoyens honnêtes, les militaires qui se battent honnêtement, ils meurent sur le terrain. Les citoyens honnêtes, on ne les considère pas. Et c'est tout ça qui affaiblit notre État. C'est pour cela que moi je parle régulièrement de sursaut patriotique des Maliens. Sursaut patriotique et d'union nationale. Pour qu'on laisse tomber nos divergences politiques, nous mettre ensemble, mais dans la transparence pour sauver le pays. Ne pas nous mettre ensemble pour aller détourner et continuer la même politique. Voilà ce que je voudrais vous dire et vous remercier tous du débat. En tout cas, je reste disponible pour une autre occasion. Merci bien. Alors, je voudrais vous remercier tous qui sont restés à l'écoute, vous encourager à continuer à vous informer et à lire. Moi, j'ai fait un livre, je vous recommande de le lire. Si vous n'êtes pas au Mali, demandez à vos amis, vos parents de l'acheter et vous l'envoyer. C'est dans toutes les librairies. Ça s'appelle les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Je viens de publier une réflexion sur la faillite de l'État malien, les origines, les responsabilités et les conditions pour en sortir. C'est une étude d'à peu près 26 pages. Je l'ai mis sur votre groupe. Lisez ces documents, informez-vous et on peut faire un autre débat si vous voulez à une autre occasion. Moi, je reste disponible tant que je le peux parce que c'est mon rôle aussi en tant que responsable politique de continuer à vous informer, quelle que soit votre sensibilité politique. Merci beaucoup.